Bonjour à tous et à toutes. Dans ce cours consacré aux principes de la recherche documentaire et terminologique, alors j'ai prévu une vidéo pour vous introduire ce cours puisque on a relativement peu de temps dans le cadre du cours en classe pour pouvoir procéder à l'introduction des notions théoriques. Et donc je vous propose d'utiliser la vidéo pour vous introduire ces notions théoriques et puis nous passerons à la pratique directement dans le cours. Alors, euh, dans le cadre de ce cours, vous le voyez sur le plan ici, nous allons commencer par aborder les principes de base de la recherche terminologique multilingue. On verra une approche théorique qui m'a paru intéressante et sur laquelle nous allons nous baser pour effectuer nos recherches terminologiques. Ensuite, je vous présenterai quelques outils et techniques de recherche terminologique, en sachant que vous avez probablement déjà une certaine expérience à la matière. Et ensuite, et j'y reviendrai dans le cadre du cours directement avec vous en classe, j'exposerai les modalités d'évaluation du travail de terminologie. Et nous passerons en classe, donc ça ce sera la partie qui sera en dehors de cette vidéo, à la démonstration concrète de la recherche terminologique telle que je l'attends pour votre travail. On continue donc, l'objectif que je me fixe et que je vous fixe aussi à travers ce cours, c'est de créer une base terminologique multilingue de vocabulaire juridique. Alors, pour commencer, je voudrais aborder un apport théorique en la matière pour ne pas vous lancer dans un travail terminologique sans savoir pourquoi on va adopter cette méthodologie. Je vais vous présenter la méthodologie que j'ai retenue. C'est une méthodologie qui nous vient du Canada, du Québec plus précisément. Vous savez que le Canada, historiquement, la province de Québec notamment, historiquement, se bat beaucoup pour la défense du français et de la langue française. Et énormément de terminologues travaillent au Canada, à Québec, pour euh, créer des bases terminologiques qui permettent systématiquement d'avoir des équivalences entre l'anglais du Canada et le français utilisé à Québec. On a donc affaire ici à une approche de spécialistes, de vrais terminologues professionnels, et l'angle que moi je vais retenir dans leur approche, c'est l'angle de la recherche ponctuelle, de la recherche terminologique ponctuelle. Et également, deuxième aspect que nous allons retenir de leur approche, puisqu'elle est très complète, leur approche est une méthodologie complète sur l'ensemble de la terminologie, de la recherche terminologique. Eh bien, ce que je vais retenir chez eux, c'est également la recherche multilingue, l'aspect de recherche terminologique multilingue. C'est ça qui va nous intéresser dans le cadre de notre travail. Cette recherche terminologique multilingue, elle s'attache à rechercher un équivalent. Donc vous le voyez déjà sur le schéma que vous avez à l'écran. Commençons par le terme 1. Le terme 1, c'est le terme que vous avez en français, par exemple, un terme juridique en français. Ce terme renferme une notion, c'est-à-dire une définition en quelque sorte. D'accord Lorsque vous allez chercher à traduire un terme juridique français, vous allez, dans l'approche que je vous suggère, non pas passer par le dictionnaire traductif et faire une équivalence de terme à terme, mais vous allez procéder par une équivalence de notion à notion, de correspondance des notions. C'est-à-dire que la première partie consiste à identifier le terme en langue française de Belgique juridique spécifique, on reviendra sur ce qu'est un terme spécifique plus tard, d'identifier ensuite sa notion, c'est-à-dire la définition de ce terme, qu'il a en français de Belgique, et ensuite, à travers des recherches dans des textes qui vont traiter du même sujet, du même domaine juridique, dans une autre langue, dans la langue étrangère, on va essayer d'identifier les notions qui se rapprochent de la notion du terme 1, d'accord? Donc de la notion 2 dans le schéma que vous avez à l'écran. De cette notion, on va pouvoir éventuellement, parce que ça ne sera pas le cas dans toutes les langues et systématiquement, on va pouvoir peut-être obtenir un terme équivalent, le terme 4 que vous avez sur le schéma. Donc vous voyez qu'on a une façon de procéder qui est plutôt cyclique. On commence par l'identification d'un terme en français, on obtient sa notion après recherche,
On consulte des documents qui vont traiter du même sujet dans la langue d'arrivée, on obtient la notion 3, et de cette notion 3, on obtient le terme 4. D'accord? Et on pourra conclure ou non à une équivalence entre le terme 1 et le terme 4. Il est tout à fait possible qu'on ne puisse pas conclure à une équivalence. Je vais y revenir tout de suite. Alors pourquoi est-ce qu'on va procéder de la sorte, vous allez me dire? C'est une façon assez longue, assez fastidieuse de procéder. Eh bien, c'est la façon de procéder d'abord des vrais terminologues qui veulent s'attacher à s'assurer que chaque terme utilisé dans une base terminologique est bien équivalent. Et s'il ne l'est pas, il fera l'objet d'une petite note par le terminologue qui explicitera en quoi ce terme n'est pas équivalent, ou pas parfaitement équivalent en tout cas. Alors, le dictionnaire traductif, son écueil, l'écueil qu'on peut avoir quand on pense à la terminologie, c'est qu'il va simplement vous donner une équivalence, quand elle existe, parce qu'il est aussi possible qu'elle n'existe pas du tout. Et le dictionnaire traductif s'arrête à cela. Or, vous le savez, en tant qu'interprète, avoir une connaissance solide du sujet, avoir une maîtrise des notions au préalable, avant de commencer son interprétation, c'est déjà un travail énorme de réaliser, et ça vous permet de vous libérer d'un certain stress, ça vous permet d'avoir une meilleure maîtrise de l'ensemble des concepts et de comprendre et d'anticiper éventuellement les propos des interlocuteurs que vous devrez interpréter. Ensuite, en quoi la recherche terminologique par les notions va être également intéressante? Eh bien, dans le fait que la maîtrise des notions que vous allez acquérir grâce à ces recherches va permettre aussi à vous permettre de vous adapter, dans certains cas en tout cas, quand c'est possible, de vous adapter à un public qui, lui, ne maîtrise pas forcément le jargon juridique. Et finalement, lorsque, et là c'est le cas le plus évident, lorsqu'un équivalent n'existe pas dans la langue d'arrivée, eh bien la recherche par la notion va vous permettre malgré tout de vous en sortir dans l'interprétation en livrant le message, en faisant passer le sens, la notion donc, du terme utilisé en français dans la langue étrangère, dans la langue d'arrivée, dans laquelle ce terme n'existe tout simplement pas. Pour des raisons culturelles, pour des raisons de différence de système juridique, etc., etc. Alors comment allons-nous procéder concrètement pour la suite de la recherche terminologique? Eh bien, la première chose à faire, et elle est logique, tout interprète avant de partir sur le terrain, avant d'aller à une prestation, va se documenter. Il va lire des textes pour comprendre de quoi il retourne, pour comprendre la terminologie utilisée et se familiariser avec le sujet. Et lorsque l'on va procéder à cette lecture, ce qui sera intéressant quand on va vouloir établir un glossaire, c'est d'en profiter pour identifier toute une série de termes, des termes spécifiques au domaine. Donc je vais m'attarder un peu là-dessus un tout petit peu plus tard. Les 3 grandes étapes qui vont suivre cette lecture, qui vont accompagner cette lecture, ce sera d'abord d'identifier des termes juridiques spécifiques, d'en relever la définition, et surtout de relever le domaine d'emploi de ces termes. Pourquoi? Parce que relever le domaine d'emploi, c'est-à-dire le secteur, le moment juridique dans lequel ces termes vont être utilisés, ça va nous permettre ensuite, quand on va essayer de chercher un équivalent, d'aller plus vite et d'avoir des résultats de recherche plus pertinents le plus rapidement possible. Tous ces éléments, identifier le terme, relever la définition, relever le domaine d'emploi, ça va nous permettre d'orienter notre recherche de textes traitant du même sujet dans l'autre langue. D'accord? Donc tout ça se fait soit dans la langue maternelle, soit dans la langue étrangère, peu importe, mais systématiquement avec l'objectif de trouver des textes équivalents dans l'autre langue. Puisque, je vous le répète, nous allons partir des notions pour identifier des termes, d'accord? Des termes équivalents. Alors, je vous le disais juste avant, l'identification d'un terme spécifique dans ces textes que nous allons lire, c'est une chose qui n'est pas forcément évidente. Il faut comprendre ce que c'est un terme spécifique. Un terme spécifique, c'est défini par les auteurs dont je m'inspire ici, comme étant toute unité signifiante
constitué d'un mot, d'un terme simple, ou de plusieurs mots, un terme complexe, et qui désigne une notion déterminée de façon univoque à l'intérieur d'un domaine. Alors, je vais m'arrêter un petit peu sur cette définition pour être sûr qu'elle soit comprise par tous et par toutes. Alors, toute unité signifiante, évidemment, c'est tout terme, tout mot, d'accord, qui porte une signification. Constitué d'un mot, un seul, un terme simple, ou alors de plusieurs mots, un terme complexe, d'accord. On peut avoir le mot cour et cour de cassation, d'accord. On a un terme complexe avec cour de cassation et un terme simple avec le terme cour. Et ces mots, ces unités signifiantes, vont désigner une notion déterminée de façon univoque à l'intérieur d'un domaine. Donc lorsqu'on se situe dans le domaine juridique par exemple, au sens large, ce mot aura toujours cette signification-là, et pas une autre. Si on prend le mot séjour dans la langue française en général, séjour peut signifier un moment qu'on va passer en vacances par exemple, en week-end avec la famille, on va faire un séjour quelque part, mais séjour dans le domaine juridique, pour la demande d'asile par exemple, aura une signification tout autre. D'accord ? On est dans un autre domaine, et dans le domaine de la demande d'asile, le mot séjour a une signification différente que celle que l'on utilise dans le français de tous les jours. Alors, on embraye tout de suite avec les outils que nous allons utiliser. Si vous, à ce stade, vous avez l'impression que les choses vont un peu vite, n'hésitez pas à revisionner la vidéo, ça vous permettra peut-être de mieux comprendre certains éléments. N'oubliez pas que sur Moodle, vous avez accès au PowerPoint, que vous pouvez le consulter également, pour vous familiariser peut-être un peu plus avec les termes, avec le fonctionnement des schémas, etc. Et ne vous inquiétez pas, nous allons faire concrètement des exercices en classe qui vous permettront de vous lancer dans le travail terminologique sans problème, vraiment. Donc j'enchaîne sur les outils. Le premier outil que je vais vous fournir, c'est un tableau Excel, à un format prédéfini par moi-même. Vous allez le voir, nous allons parler en classe très concrètement de ce tableau et nous allons aborder son format, ses colonnes, et je vous expliquerai pourquoi ces colonnes existent et pourquoi elles ont été établies de cette façon. Ensuite, je vous donne aussi deux petits outils, il y en a d'autres évidemment, et vous êtes probablement meilleur spécialiste que moi pour donner des références de recherche terminologique dans le domaine juridique, mais j'en ai toutefois identifié deux qui me paraissent pertinentes. Ce sont les sites questionjustice.be et justiceenligne.be, qui sont deux sites de référence en matière de terminologie juridique. Alors, si on envisage la suite de votre recherche, vous avez lu un texte en français, vous avez identifié des termes spécifiques, vous en avez relevé la définition et le domaine d'emploi. Une fois que cette étape a été réalisée, il faut maintenant trouver des textes équivalents, des textes qui vont traiter du même sujet, dans l'autre langue, dans la langue d'arrivée. Ce que je vais vous fournir ici comme petits outils, comme petites indications, ce sont des petits trucs qui vont vous permettre d'effectuer des recherches en ligne de la façon la plus pertinente possible et la plus rapide possible. Et évidemment, ces recherches, vous pouvez les effectuer en français si vous cherchez des textes en français, ou en langue étrangère si vous cherchez des textes en langue étrangère. Sachez que ces recherches, vous pouvez les effectuer sur Google et que Google a une localisation de ces moteurs de recherche en fonction de pays ou de zones géographiques. Ce qui vous permettra, si vous utilisez google.ar pour la RAM par exemple, de trouver des résultats beaucoup plus pertinents et plus localisés que si vous utilisiez le Google Belgique pour faire le même type de recherche en arabe. Alors, les principes que je voudrais vous exposer en matière de recherche en ligne sont tout d'abord les principes de fonctionnement des moteurs de recherche, puisque ce sera probablement, pour la majorité d'entre vous qui ne disposez pas d'une bibliothèque juridique infinie, ce sera probablement la première source d'information. Alors, Internet fourmille de choses intéressantes, fourmille également de choses inintéressantes et qui ne sont pas pertinentes dans le cadre de notre travail, et ce que nous allons faire
avec ces informations, c'est essayer de faire le tri entre ce qui va vous être utile et ce qui ne le sera pas. Alors pour arriver le plus rapidement possible à une bonne recherche et à un bon résultat de recherche surtout, connaître le principe de fonctionnement des moteurs de recherche va être très utile. Comment fonctionne Google? On va essayer de voir, de comprendre un peu la façon de fonctionner d'un moteur de recherche comme Google. Eh bien, Google, d'abord, lorsque un utilisateur introduit une demande à Google, introduit une recherche sur Google, Google va vérifier, après avoir analysé toutes les pages du web, il va analyser la présence ou non des mots-clés que vous avez introduits dans la recherche dans les pages que Google a analysées. Ça, c'est la première chose que Google va faire, la chose la plus simple et pour laquelle il a été initialement créé. Ensuite, il va consulter, c'est de moins en moins le cas au niveau technologique, on s'en éloigne petit à petit, il va consulter des balises méta. Les balises méta sont des balises, des indications, des termes qui sont ajoutés par les webmasters, par les créateurs de sites web, à l'intérieur même des pages web, sans que vous ne puissiez les voir. On va avoir, par exemple, si vous avez un site internet qui vend des pommes, le webmaster aura pris la peine d'indiquer des termes susceptibles d'intéresser une recherche. Je recherche pommes, France, Belgique, voilà. Ces termes, vous ne les voyez pas sur la page, mais ils existent et Google les consulte pour donner des résultats de recherche. Ensuite, troisième paramètre, Google identifie la popularité de la page. C'est un paramètre très important puisque ça permet à Google de savoir si la page est consultée régulièrement, souvent, et donc de se dire que si beaucoup de gens consultent cette page, c'est que forcément elle a une certaine qualité. Il y a d'autres paramètres qui ont été mis en place par Google et par d'autres moteurs de recherche, notamment le temps passé sur la page. La popularité de la page et le temps passé sur la page, c'est-à-dire que plus vous allez passer du temps sur une page, et évidemment, plus Google pourra comprendre que cette page était visiblement intéressante pour vous, puisque vous l'avez consultée non pas en quelques secondes pour vous rendre compte que ce n'était pas la bonne, mais vous l'avez consultée pendant longtemps, ce qui indique que en tapant telle recherche, vous avez trouvé la page que vous cherchiez. Deuxième aspect pour faire une recherche pertinente et qui est important à avoir en tête, c'est la langue parlée par les robots, la langue parlée par Google en l'occurrence. Google travaille avec l'utilisation de mots-clés, comme vous le savez, et l'idéal pour Google et pour la plupart des moteurs de recherche, si vous cherchez un moteur alternatif, je pourrais vous en suggérer plusieurs. L'idéal pour ces moteurs de recherche, c'est de commencer par rechercher un mot-clé, d'abord que l'on dit large, pour que Google, pour que le moteur de recherche en général, identifie le secteur dans lequel il va faire sa recherche. On pourra penser au domaine juridique par exemple. Où petit à petit dans la recherche, vous allez passer de mots-clés larges à des mots-clés de plus en plus profonds, c'est-à-dire de plus en plus précis. On peut penser à une recherche qui ressemblerait à justice, droit des étrangers, Belgique, où droit des étrangers serait un mot-clé profond et Belgique un autre mot-clé profond. D'accord ? La localisation géographique est un mot-clé profond souvent utile pour pouvoir avoir des textes qui vont se référer à une législation, en ce qui nous concerne, bien localisée géographiquement. Une autre fonction que Google permettait et qui est visiblement en train de disparaître puisque d'après mes derniers tests, la chose n'est pas toujours concluante et je pense que c'est dû à la grosse influence de la publicité sur Google, ce sont les mots-clés exclus. Il était possible, il y a quelque temps encore, de pouvoir exclure des mots-clés lors d'une recherche sur Google, c'est-à-dire que vous pouviez taper une recherche complète et exclure certains termes. Vous ne vouliez pas, par exemple, avoir des livres lorsque vous cherchiez, vous faisiez une recherche sur le droit d'asile en Belgique, vous ne vouliez pas avoir des propositions d'ouvrages, de livres à vendre sur le sujet, eh bien vous pouviez mettre un petit moins devant le mot livre, et les propositions de livres étaient omises par Google. Visiblement aujourd'hui le service marche moins puisque la publicité fait que Amazon arrive à mettre ce genre
arrive à mettre ses livres en avant. Et pour d'autres sujets, visiblement, l'exclusion marche de moins en moins bien. Donc, je mettrai cet aspect de mots-clés exclus de côté pour l'instant. L'idéal étant de travailler avec des mots-clés larges et des mots-clés profonds qui peuvent être aussi nombreux que l'on veut. Alors, en ce qui concerne le travail terminologique, je vous le présenterai directement en classe, je vous en exposerai les modalités et je répondrai à toutes vos questions pour pouvoir éclairer la façon dont nous allons procéder pour ce travail terminologique. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous propose donc de nous revoir en classe samedi et d'en discuter plus en détail. Merci.